Bonjour et bienvenue dans le port de Celticos. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière que je vais vous raconter. Certes, c'est une vidéo avec un historique, mais c'est une vidéo qui concerne un sujet qui me touche un petit peu, dans le sens où nous allons parler du Graf Spee. Et dans mon historique à moi, le Graf Spee fait partie de ces navires, un peu comme le Bismarck, qui ont suscité ma passion pour l'histoire des guerres maritimes euh, et aussi de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en tant que bataille et série événementielle. L'histoire du Graf Spee est empreinte à tout à la fois d'ironie tragique, de stratégie éculée, de finesse, de grosses erreurs et d'une tragédie qui rend mal à l'aise car elle fait d'un navire euh, allemand qui servait les intérêts nazis, elle fait de ce navire-là un héros tragique, un héros wagnérien en quelque sorte. Alors avant tout, avant même de commencer cette vidéo, je tiens à bien préciser une petite chose. Des livres ont été écrits sur le Graf Spee, des livres qui ont suscité, que j'ai lus quand j'avais 14-15 ans, qui ont suscité chez moi justement cette vocation d'amour de l'histoire. Des films ont été tournés sur le Graf Spee. D'ailleurs, le film en question est une adaptation plus ou moins affirmée du livre, ce qui n'ôte en rien sa qualité. Au contraire, il est incroyablement fidèle à l'histoire. Et je vous engage, parce qu'il est facilement trouvable sur YouTube ou en streaming, je vous engage à le regarder, à le trouver, car bien mieux que moi, il vous racontera l'histoire de ce navire et surtout l'histoire de sa fin, à la fois héroïque et tragique. Donc, ceci étant dit, ce préalable il y a un deuxième préalable, c'est que si des livres ont été écrits, vous comprenez bien qu'une vidéo de 10 minutes qui va raconter son histoire ne peut être qu'imparfaite. Elle sera aussi précise que possible. Je suis quelqu'un d'incroyablement tatillon en ce qui concerne l'histoire. J'aime les détails, j'aime surtout la précision. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de concis. D'ailleurs, ce sera au détriment du banc d'essai. Je ne ferai pas une partie de banc d'essai qui rallongerait énormément la vidéo. Je trouve ça inutile. Commençons donc tout de suite, sans préambule, par l'historique du Graf Spee et intéressons-nous à ce qui est dans le jeu de Wargaming un croiseur de tiers 6 et qui est en fait ce qu'on a appelé un cuirassé de poche. Alors, c'est parti pour l'histoire. Le traité de Versailles, en 1919, avait imposé à l'Allemagne des limites à la taille des navires de combat qu'elle devait produire. En d'autres termes, il s'agissait pour elle il s'agissait tout simplement qu'elle ne pouvait plus construire de navires de plus de 10 000 tonnes. Il lui était donc impossible de construire des cuirassés. Chacun se rappellera peut-être lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands et les cuirassés allemands, entre autres, infligèrent à l'Angleterre une gifle retentissante à la bataille du Jutland. Puis le cuirassé, certes, elle va finir par s'affranchir de ce traité, Hitler se moquant éperdument des traités, et finira par ordonner la construction du Bismarck. Mais avant, les Allemands avaient des scrupules. Et ils vont donc chercher à tourner la difficulté et le traité. Et c'est ainsi que va naître le concept de cuirassé de poche. C'est ainsi que va naître le concept du Graf Spee. L'idée, en fait, c'était d'avoir une artillerie supérieure aux croiseurs lourds, ce qui était le cas avec 6 canons de 280, et d'avoir aussi une cuirasse capable de résister à des obus de 203. L'idée aussi était d'avoir une vitesse capable de rivaliser avec des croiseurs légers. En d'autres termes, il fallait être plus rapide que ceux ayant une puissance de feu supérieure, et sa puissance de feu devait être supérieure au bâtiment qui était plus rapide que lui.
Avant de recevoir le nom de Graf Spee, d'Admiral Graf Spee, puisque c'est son nom véritable, on dit Graf Spee maintenant, mais c'est Admiral Graf Spee, ce navire fut référencé sous le nom de Panzerschiff C, puis Ersatz Brunswick, puisqu'il devait remplacer le vieux cuirassé Brunswick dans l'inventaire de la flotte. Sa construction va coûter 82 millions de Reichsmark. Le Graf Spee reçoit son nom de Maximilian von Spee, Graf signifiant comte en allemand, lequel Maximilian von Spee conduira en 1914 son escadre contre une flottille anglaise au large des Falklands. Falklands, donc, non loin des côtes argentines. Détail curieux de l'histoire, puisqu'on sait que le Graf Spee va finir, le navire Graf Spee finira coulé au large des côtes argentines. Or, Maximilian von Spee, qui a donné son nom, va mourir aussi au large des côtes argentines. Technologiquement, l'admiral Graf Spee était en avance sur son temps, notamment en ce qui concerne sa vitesse. La construction du navire était simple. La coque était soudée. Ce qui était soudé à l'arc, oui, et non pas riveté comme c'était la mode, ce qui permettait de gagner un gain considérable en termes d'allègement de poids. En plus, il possédait de puissants moteurs diesel qui lui permettaient à la fois une vitesse et une certaine protection. Tout ceci lui permettait une manœuvrabilité exceptionnelle. D'ailleurs, le navire est excellemment pour tout ce qui concerne le dodge torpille ou éviter les tirs quand il s'agit de louvoyer, même dans le jeu. Du côté d'armement, il n'est pas en reste puisqu'il possède 6 canons de 280 disposés en 2 tourelles triples, desquelles tourelles, on les voit, il n'y a pas de souci, en voilà une et voilà l'autre. Alors évidemment, vous vous doutez bien, pour ceux qui jouent croiseur, que ça pose un léger problème, car les deux tourelles ne peuvent viser quasiment qu'une cible, elles sont toujours tournées d'un côté, et pour optimiser le tir des tourelles, il faut être broadside, ce qui n'est pas une bonne idée contre des cuirassés de tir 6, voire 7. On continue l'histoire. En termes de... Donc oui, de tourelles triples, on pouvait tirer alors donc des projectiles jusqu'à 27 km, à une cadence de 2 obus par minute. D'ailleurs, la portée, est-ce qu'on l'a la portée ici, elle est de 16 km. Elle a été réduite, voire un tout petit peu réduit les possibilités du Graf Spee, mais vous imaginez bien que si on tirait à 27 km, ça rendrait le Graf Spee intouchable. Et en temps de rechargement, 20 secondes, c'est ça, c'est même 3 coups par minute, alors que dans l'historique, c'est plutôt 2, mais ce qui est déjà pas mal. De plus, il était doté d'une grande précision, à cause d'équipements optiques et électroniques très performants pour l'époque. Il était très en avance technologiquement sur son temps. En plus de son armement principal, le cuirassé possédait 8 canons de 150, avec des affûts simples, 4 sur chaque bord, et 6 canons de 105 en toile double. Alors, en ce qui concerne les canons, nous avons effectivement là des canons en tourelle double et les canons en affût simple, comme précisé, 4 sur chaque bord. Là, on est véritablement dans l'historique, il n'y a pas de problème. Voilà, on revient sur notre navire. En ce qui concerne les moyens de reconnaissance, le Graf Spee était doté de 2 hydravions. Alors, est-ce qu'on les voit, les hydravions? Est-ce qu'on en voit? On n'en voit qu'un. Là, on n'en voit qu'un, mais il en possédait en fait 2. C'était des Arado, des Arado 196, qui étaient censés augmenter son efficacité et sa protection en repérant les navires. D'ailleurs, c'est ce qu'il fera, ce sera son job de repérer les navires. Mais en fait, c'était des prototypes, avec un moteur prototype, et ils étaient souvent en panne, ce qui va beaucoup affecter la courte vie du Graf Spee. Et surtout, ce qui posera préjudice, puisque ce n'est pas lui qui repérera l'escadre anglaise contre laquelle il va lutter. C'est une vigie à bord du navire, et ça va poser un léger problème de reconnaissance et d'identification surtout. L'équipage était composé de 1080 hommes et 44 officiers.
Il possédait une longueur de 186 mètres, un tirant d'eau de 6 mètres 16, un déplacement de 11 700 tonnes, 8 moteurs diesel de 50 pour une puissance totale de 57 000 chevaux, et donc une vitesse max de 27 nœuds. Dans la réalité, la vitesse est de 28,5. Ça, c'est parce que j'ai mis quelques petits camos de ma... quelques flags de ma... dont j'ai le secret. Alors, avant de parler de son histoire finale, il est impossible de raconter le Graf Spee sans parler de son commandant, Hans Langsdorff. Né en 1894, il a 45 ans quand on commence la guerre. Il est protestant et il se destinait à devenir pasteur. Mais il éprouve une véritable passion pour l'histoire maritime de son pays et c'est ce qui va décider son engagement dans la flotte impériale. Par une étrange ironie d'histoire, sa famille s'installe à Düsseldorf alors qu'il n'a que 4 ans, tout près de la maison du comte Maximilian von Spee. Encore un étonnant clin d'œil de l'histoire. Donc il va servir sur des destroyers, il sera même décoré à la suite de la bataille du Jutland, qui a vu, je le rappelle, la flotte allemande vaincre la flotte britannique en 1916. Langsdorff est un officier à l'ancienne, comprenez qu'il méprise profondément les nazis. Aussi va-t-il tout faire pour être loin d'eux. Et il va exiger, il va obtenir, il va même finir par obtenir, c'est assez surprenant d'ailleurs, une affectation à bord du Graf Spee. Le Graf Spee étant la pépite absolue, le Bismarck n'est pas encore construit, le Graf Spee c'est véritablement la pépite absolue du Troisième Reich à ce moment-là. Hitler est monté au pouvoir et il a trouvé tout de suite l'occupation qu'il va donner au Graf Spee. Le Graf Spee a un sister ship, le Deutschland, qui sera renommé Bützloh, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, renommé Düsseldorf parce que Hitler ne voulait pas que si on parvenait à couler le Deutschland, les journaux anglais puissent se gausser en disant que le Deutschland, Allemagne en allemand, le Deutschland avait coulé. Donc maintenant, passons à l'histoire. Alors il faudrait, comme je vous l'ai dit, un livre pour raconter l'histoire du Graf Spee. D'ailleurs, il y a eu des livres qui racontent l'histoire du Graf Spee, et nous avons déjà beaucoup rogné sur le temps imparti pour cette vidéo. Alors pour faire court, disons que le Graf Spee va recevoir comme mission, de la part d'Hitler, de sillonner les mers du Sud pour couper l'approvisionnement en matières premières de l'Angleterre. Il devait donc attaquer et couler tous les cargos commerciaux susceptibles de ramener des ressources dans les îles britanniques. Hitler comptait, même si c'est pas dit formellement et c'est pas dit forcément à Langsdorff à ce moment-là, Hitler comptait également que cette activité du Graf Spee finisse par attirer et agacer les Anglais au point qu'ils détacheraient des navires à la chasse au Graf Spee, ce qui serait autant de navires de moins à protéger les convois et qui permettrait aux U-boats d'attaquer les convois ainsi moins bien protégés, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, puisque les Anglais détacheront de mémoire 8 petites escadres à la chasse au Graf Spee pour le retrouver, ce qui 8 petites escadres, comprenez que c'est des escadres de 3-4 navires, même si ce sont des petits croiseurs légers, voire des destroyers, mais les Anglais n'ont pas une force inépuisable, et ça a coûté cher pendant les premières semaines et les premiers mois de la Deuxième Guerre mondiale. Donc au cours des 10 premières semaines de la guerre, le Graf Spee va couler 9 cargos, totalisant pour un total de 50 000 tonnes de dégâts. Mais Langsdorff adhère aux conventions de La Haye et il va éviter de tuer qui que ce soit. Pas une seule victime sur ces 9 cargos. Il torpille, il envoie plutôt des tirs de semonce devant le navire ou à l'avant du navire, de telle manière à ce qu'il y ait des dégâts qui empêchent le navire d'avancer mais qu'il n'y ait pas de blessés. Il recueille les personnes et il coule le navire à la torpille. Voilà comment réagissait Langsdorff. Lesquelles personnes, prisonniers, sont transmis à un navire pétrolier allemand qui sillonnait la mer du Sud et qui réapprovisionnait le Graf Spee au moins à 2 reprises. On le sait, au moins à 2 reprises. Son traitement humain va finir par gagner le respect des officiers des navires détenus comme prisonniers. D'ailleurs, historiquement,
Il va même se lier d'amitié avec le commandant Dove, de mémoire. C'était l'Africa Shell, un des premiers croiseurs, un des premiers cargos qu'il va couler. Ça avait commencé par une anecdote assez cocasse. Le commandant était monté à bord, alors que son navire coulait à bord du Graf Spee, en Bermuda et casque colonial, en hurlant après Langsdorff et en lui disant: vous m'avez coulé dans les eaux territoriales où vous m'avez trouvé. Et Langsdorff l'avait invité dans son bureau, lui avait démontré, en regardant les cartes, lui avait montré par A plus B que non, mais non, il était juste à la bordure et qu'il avait le droit. Et une certaine amitié s'était liée entre les deux hommes. Malheureusement, le 13 décembre 1939, la chance du Graf Spee va l'abandonner lorsqu'il croise la route d'une escadre anglaise composée du croiseur lourd Exeter et de deux croiseurs légers, l'Achille et l'Ajax. Naturellement, je vous dis ça un petit peu de façon abrupte, il y a une foultitude de détails qui viennent se greffer là. Tout ne s'est pas passé aussi brutalement. Ça fait 10 semaines, presque 3 mois que la guerre a commencé. On est en décembre. Il y a eu plein de petites anecdotes qui sont racontées dans des livres. Mais là, je suis obligé de faire court. L'histoire va retenir l'engagement du Graf Spee avec cette escadre anglaise sous le nom de bataille du Rio de la Plata. Et ça va être l'accumulation d'erreurs qui vont causer la perte du cuirassé de poche. Erreur 1. Le Graf Spee fait route vers l'Amérique du Sud pour ravitailler lorsque la vigie de bord lui signale la présence d'un croiseur léger et de 2 destroyers. Croiseur léger, 2 destroyers. Langsdorff, qui a ordre express d'Hitler de ne jamais engager le combat contre les flottes anglaises, décide de passer outre. C'est un officier maritime, un officier de guerre. Lui, ce qu'il veut, c'est pas combattre des cargos. Il trouve ça malsain. Il veut combattre des navires militaires comme lui, d'égal à égal. C'est un gentleman allemand, en quelque sorte. C'est un officier de l'ancienne école, comme on peut en trouver dans toutes les flottes du monde entier. Il décide donc de passer outre, et en fait, ce qu'il prenait pour des destroyers était l'Achille et l'Ajax, des croiseurs légers. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur vient de Langsdorff lui-même en tant que, ancien marin à bord de destroyers. Il va mal évaluer la puissance et la capacité de son navire, et il va commettre l'erreur, il va faire combattre le Graf Spee comme si c'était un destroyer. Alors que celui-ci a une puissance de feu et une allonge bien plus grande, et qu'il aurait pu combattre les 3 Anglais, ce que les Anglais redoutaient d'ailleurs, les combattre de loin, en leur tirant dessus copieusement et en nous voyant sans permettre aux Anglais de le toucher, il va engager l'ennemi au corps à corps. Dès lors, les Anglais peuvent riposter, et lorsqu'il comprend son erreur, le Graf Spee fait demi-tour. Le commandant anglais va alors se montrer très astucieux. En fait, c'est un des spécialistes. Il connaît le concept de cuirassé de poche, il l'a étudié, et il a même donné des conférences. Et sur la manière de combattre les cuirassés de poche, il a étudié la manière de combattre, et il sait que l'un des points faibles du cuirassé de poche, c'est que ces tourelles, elles ne peuvent se tourner que dans un sens, ce qui fait qu'il ne peut avoir qu'un seul côté où il peut être efficace. Et le temps qu'elle tourne de l'autre côté, il est vulnérable. Donc il décide de partager sa force en 2. Et le Graf Spee ne pourra tirer qu'un côté à la fois. Langsdorff va alors donner l'ordre de comprendre. Il comprend parfaitement la manœuvre de son adversaire, et il va s'acharner sur le croiseur lourd, l'Exeter, qui est bien sûr le plus gros ennemi, celui à qui il peut faire le plus de dégâts, mais qui peut lui faire le plus de dégâts aussi. Et le croiseur lourd va essuyer les tirs des tourelles principales, tandis que les croiseurs légers essuieront le tir du feu secondaire. Erreur 3. Mais là, hélas, comment faire autrement? Langsdorff est blessé, un obus a parfaitement touché la passerelle de commandement. Le Graf Spee
Et le Brachpé montre qu'il n'est pas invulnérable. Il subit des dégâts de tous les côtés, plus d'une centaine d'impacts au-dessus et en dessous de la ligne de flottaison. La tourelle avant qui a subi des pannes, qui a pris des coups. Même au tout début de l'engagement d'ailleurs, Langsdorff apprend avec horreur que sa tourelle avant, la tour Alpha est en panne. Il engage le combat avec une seule tourelle. Ça s'arrange après, mais pas longtemps. En plus, elle subit des dégâts assez importants. Donc, le Graf-Spee n'étant pas invulnérable, et Langsdorff décide de se réfugier dans le premier port en eau profonde qu'il y a près de là où il se trouve, et ce port, c'est Montevideo. Ce n'est pas... on lui a reproché de ne pas être allé à Buenos Aires. Quand on regarde la carte, c'est le Rio de la Plata. Montevideo, c'est l'Uruguay. Buenos Aires, qui est quasiment en face dans le, comment dirais-je, dans l'estuaire, c'est l'Argentine. L'Argentine est un poil plus favorable à l'Allemagne. Il y a une certaine sympathie des Argentins pour les Allemands. Les Uruguayens, qui sont très hostiles aux Argentins, penchent plutôt pour les Anglais. Le problème, c'est que le Rio de la Plata charrie beaucoup de boue et que ça aurait pu encrasser les moteurs et finir par étouffer le navire qui n'aurait pas pu aller jusqu'au Rio de la Plata. Donc ce sera Montevideo. Le souci, c'est que l'Uruguay dépend économiquement de l'Angleterre. Et alors que Langsdorff espère rester 6 semaines à 10 jours pour réparer, sous la pression anglaise, l'Uruguay ne lui en donne que 4. Impossible de réparer. 4 jours, c'est à peine suffisant. Il faut enterrer les blessés, les morts, pas les blessés, les pauvres, pas les enterrer. Enterrer les morts, soigner les blessés. Donc Langsdorff, acculé par les politiques, va finir par obtenir que l'essentiel de son équipage se réfugie en Argentine, en les faisant embarquer à bord de chalutiers et d'un cargo qui part, un cargo allemand d'ailleurs il me semble, qui part vers Buenos Aires. Et avec seulement 40 hommes, il fait reprendre la mer au Graf-Spee. Il faut imaginer la scène. Le colosse est blessé à mort et va quitter le port sous les yeux d'une foule immense. Certains même diront que toute la ville de Montevideo est là, au port, et regarde, parce que l'histoire de la présence du Graf-Spee dans le port de Montevideo a passionné, pendant 4-5 jours, va passionner la terre entière. Les radios, un déferlement de journalistes s'est précipité, les Américains, les radios anglaises, les radios françaises, tout le monde est là et épie le moindre mouvement de tous les protagonistes de cette affaire, c'est-à-dire Langsdorff, le président uruguayen, le premier ministre uruguayen, l'ambassadeur anglais, l'ambassadeur allemand, les 4 grands protagonistes de l'affaire. Donc le colosse est blessé, il n'a pas été réparé, de toute façon il lui reste que 200-300 obus pour ses canons principaux, c'est insuffisant pour réengager l'ennemi, parvenir à forcer et repartir en Allemagne où forcément il faudra qu'il repasse non dans les côtes anglaises et réengage l'ennemi, c'est juste impossible. Donc Langsdorff a pris la seule décision qui lui paraissait raisonnable, il amène le Graf-Spee à la limite des eaux territoriales uruguayennes, s'arrête, il fait monter les 40 hommes d'équipage à bord de péniches, et selon les témoignages, il décide de se suicider, ce qui, comment dirais-je, dans mon imaginaire à moi, était la vérité. En fait, la réalité n'est pas tout à fait la même. Les officiers qui étaient avec lui vont l'obliger à monter à bord du canot, comme les autres. À son grand désarroi, il n'est pas question qu'il meure, qu'il reste là à bord du navire, et il s'aborde le navire. Le navire va mettre 3 jours à brûler, avant de couler, et bien sûr, forcément, il ne restera plus grand-chose. Il gît encore aujourd'hui dans la boue, et selon la marée, parfois, se retrouve à 7 ou 8 mètres de la surface de l'eau. Les Uruguayens, le surveillent de près encore aujourd'hui parce qu'ils craignent que des morceaux de l'épave se détachent et rendent dangereuse la navigation et l'accès au port de Montevideo. Alors, on finira très rapidement, je vais finir très rapidement de vous raconter l'histoire de ce Graf-Spee, mais nous allons la raconter en regardant
le petit gameplay que je vous ai préparé. On a déjà été très long. Passons à la bataille qui va vous montrer les capacités du Graf Spee. Bien, pour cette bataille, nous sommes sur la map Trident sous forme en mode de bataille standard, donc capture de base. Je suis en division avec deux membres de mon clan. Falco, le commandant Falco, qui est un des commandants second du clan, et Griffon. Alors Falco, je me ravive. Falco est en Budionie, un formidable petit croiseur russe, et Griffon, donc, est en New Mexico. Nous décidons de partir, puisque nous sommes tous les trois très isolés du reste de la flotte, mais comme on doute de rien, on décide de partir plutôt vers l'est, vers la gauche de la map, notre droite à nous, puisqu'on est sur la partie où on descend. Une partie du centre décide de prendre la même direction que nous. Ils sont très éloignés. Nous allons voir ce qui va se passer. Alors, très rapidement, le final de cette histoire, car il faut quand même raconter la fin. On a quitté le commandant Langsdorff et les 40 hommes d'équipage sur des chaloupes, alors que le Graf Spee est en train de brûler. Pour ce qui va se passer, eh bien, Langsdorff va retourner à Montevideo, parvient avec son équipage, les 40 hommes, parvient à embarquer et à partir pour l'Argentine. Il espère obtenir un statut de, comment dirais-je, de réfugié, mais en tant que réfugié sinistré, c'est-à-dire comme s'ils avaient été victimes d'un naufrage. Malheureusement, l'Argentine, même si elle a des tendresses pour l'Allemagne, il y a des lois, et les lois elles lui interdisent d'accorder ce statut. Ils vont donc être considérés comme des prisonniers militaires, mais avec des détentions assez souples, puisqu'ils vivront dans un hôtel. J'essaierai de retrouver une photo de cet hôtel, c'est l'hôtel des immigrants, et ils seront relativement bien traités. Malheureusement pour eux, comme ils l'espéraient, ils ne retourneront pas en Allemagne comme ils l'espéraient. Tant qu'à Langsdorff, Hitler va avoir des mots assez durs, alors que pour Langsdorff, le but du jeu maintenant va être de protéger son équipage et d'obtenir qu'il soit en sécurité. Pendant que les pourparlers se font, afin de savoir quel statut donner à l'équipage, la presse généralement d'Amérique du Sud va se déchaîner sur Langsdorff en le traitant de lâche, parce qu'il n'est pas mort à bord de son navire. Il l'affecte beaucoup, parce que c'était effectivement ce qu'il voulait faire. Et finalement, quand il a l'assurance que son équipage est sorti d'affaire, il va dire adieu à ses hommes, à l'hôtel, puisqu'il loge dans le même hôtel qu'eux. Et un de ses hommes dira que ces derniers mots qu'il a entendus, qu'il lui a adressés, étaient les suivants. Je vous les cite de mémoire, parce que je ne les ai pas sous les yeux. Il est temps de montrer que l'Allemagne a encore un honneur. Ce qui veut tout dire, car pour lui, Hitler au pouvoir, les nazis au pouvoir de l'Allemagne, c'était une Allemagne sans honneur. Et donc, en disant cela, il s'enferme dans sa chambre, il prend le drapeau, l'étendard du Graf Spee, qui est un étendard impérial et pas nazi, et il se tire une balle dans la tête en étant enroulé dans son drapeau sur son lit. Voilà, fin de l'histoire de Langsdorff. On revient à la bataille. Alors, comme vous pouvez constater, effectivement, je maîtrise assez mal le Graf Spee. Néanmoins, j'accepte d'encaisser les coups, un petit peu comme... là, on est véritablement en bataille de Rio de la Plata, puisque j'affronte un Omaha. Alors, je suis pas tout seul à l'affronter, certes. Et je ne suis pas tout seul à lui faire des dégâts, puisque le Kamikaze et Griffon sur son New Mex lui envoient quelques petites prunes. Et moi, je décide de rompre le combat, alors qu'un gros tiers de ma vie a disparu, presque la moitié. Je n'ai pas utilisé aucune de mes ressources, je n'ai pas re-healé, comme on dit. J'économise cela pour les moments où les plus chauds. Je laisse les uns et les autres m'oublier, et je vais faire le tour de l'île en prenant largement mon temps.
Là, nous revenons à, comment dirais-je, à ce qui s'est réellement passé pendant la bataille. On oublie l'histoire. Mais encore une fois, cette histoire est à la fois assez tragique et même mal à l'aise, puisque le héros tragique, Langsdorff, n'est pas un nazi, même s'il a servi sous les couleurs nazies, ce qui fait que, évidemment, c'est compliqué comment dirais-je, d'admirer un tel homme, et en même temps, c'est compliqué de ne pas l'admirer. Parce que tout ce qu'il a fait, toutes ses actions, que ce soit vis-à-vis de ses prisonniers et tout, sont des actions estimables. Et d'ailleurs, ces prisonniers ont toujours eu pour lui énormément de respect et d'estime. Revenons donc à la bataille, où je reviens tout doucement derrière le Budionni et le Numex. Je décide d'aller appuyer plutôt Griffon sur son Numex, même si Falco a pris pas mal de dégâts. Mais je fais confiance en Falco avec son Budionni, il le maîtrise bien. Je sais qu'il va mettre la misère encore quelques adversaires. Le problème du Numex, c'est qu'il est plus lent, plus gros, et qu'il peut très vite devenir focus. Et je veux, d'une certaine manière, l'aider lui, et dissuader quiconque pourrait l'attaquer. Il lui est plus difficile, par exemple, de dodger les torpes, et si jamais il est attaqué à la torpille, Falco, sur son Budionni, peut en échapper, probablement pas le New Mexico. Donc là, je remonte tout doucement, c'est un moment creux de la bataille. Un streamer que j'aime beaucoup, qui s'appelle Neuneu, qui est sur worldofwarship.fr, dirait qu'il est en croisière, en Neuneu croisière. Oui, c'est un peu ça, je fais du Neuneu croisière. Et là, je vais faire un beau feld de mémoire. Gaboum. Je ne vois pas que en fait, le Kongu avance pratiquement au quart de sa vitesse. Et je tire complètement à côté. En fait, je fais que 12 800 de dégâts. L'essentiel, je l'ai fait sur l'Omaha. Et la bataille a commencé depuis 7 minutes. Et pour vous dire le vrai, j'ai pas franchement été efficace. Ou je considère que j'ai pas vraiment été efficace. Bah, de mémoire, j'ai perdu aussi beaucoup de temps parce que je racontais l'histoire du Graf Spee à Falco et à Griffon. Et j'étais pas très concentré sur la bataille. En fait, je me fichais un petit peu de la bataille pour tout dire. Et là, ben, je me dis, mais il n'y a plus d'ennemis en face. Enfin, si, il y en a un là-bas. Je pense que c'est Nuremberg. Mais il y a moyen de pousser. Alors, le pauvre Falco s'est fait déboîter. J'ai pas choisi le bon, puisque pour l'instant, Griffon ne fait pas l'objet de l'attention des uns des autres. Et là, je vais commencer à devenir sérieux. Un coup de chance. On a 2 navires qui viennent nous rejoindre. On a furtivement aperçu sur notre droite. Je ne sais pas si on peut les voir. Voilà, il y a un Cleveland et un König. Je suis donc l'objet, moi, de toute l'attention de Nuremberg. Et dans ce cas, surtout quand je suis en croiseur, je me mets de face, je nous vois. Et bien, on m'en a pris parce que vous avez vu, le tir là, c'était... je pense que c'était le fuseau qui me tirait dessus. Le Nuremberg il va pas mal tirer. Hein. Vous voyez qu'il a... En plus, il a une cadence de tir infernale. Peut-être pas comparable au Budionni, mais bon, c'est pas mal aussi. Hein. Et là, j'en suis encore à la moitié de ma vie. J'ai toujours pas touché mes heals. Mais je sais qu'il va falloir que j'y touche. Vous voyez, je bouge et je rebouge. Le problématique du Graf Spee, c'est ça, quoi. C'est qu'il est obligé de garder ses tourelles toujours du même côté. Vous êtes obligé d'occuper un flanc. Quand vous êtes en bataille avec le Graf Spee, dans le jeu, vous êtes obligé d'occuper un flanc. Alors, petit conseil à ceux qui souhaitent, parce que le Graf Spee est un navire premium, si vous avez l'intention de prendre le Graf Spee sous prétexte que je vous ai dit que c'était un cuirassé de poche, oubliez ça tout de suite. Ce cuirassé de poche, c'est théorique. Il a presque pas de blindage. Il a un peu plus de blindage que les croiseurs, lourds, mais il a presque pas de blindage. Vous voyez, le Nuremberg continue à m'asphater. Moi, je considère que c'est perdre du temps que de poursuivre le Nuremberg. Il faut attaquer l'ennemi dans sa base. Donc, je m'enfuis. Je tourne mes tourelles dans le sens parce que je me dis qu'il va falloir effectivement commencer à faire du dégât. Je fais 17 000.
Donc je vais commencer à tirer sur le fuseau. Et en tournant comme ça le dos, ben, je suis plus vu par le Nuremberg qui peut plus me tirer trop dessus. Je deviens difficile à atteindre pour le Nuremberg qui va passer sur d'autres, sur des cibles plus croustillantes comme le Koenig d'ailleurs. Et maintenant, ben voilà, il faut éviter. Alors là, le fuseau me fait très mal. Un coup de chance, j'avais remis un peu de heal. Je tire au fuseau, oui, je tire sur le fuseau à la paix. Je rappelle que j'ai un calibre intéressant quand même. Hein. Donc je peux faire mal au fuseau. Là, je fais 2 coups qui s'écrasent, mais je fais un nouveau coup au but. Je commence à faire effectivement des dégâts, même si c'est pas comparable aux dégâts que certains pour de très bons joueurs pourraient le faire. J'étais en train d'expliquer pourquoi le grave HP est très difficile. Si vous êtes joueur de cuirassé, le grave HP vous décevra. Parce qu'il n'a pas de blindage. Et que sa cadence, même si elle est intéressante, vous n'avez que 2 tourelles triples. Si vous êtes joueur de croiseur, et de préférence de croiseur lourd, comme Mogami, le grave HP peut vous intéresser. Même si, encore une fois, il est particulièrement fragile. Et il faut faire très attention. C'est un navire. Alors, il a des bons côtés. C'est le prédateur naturel de tous les croiseurs du même tiers. Quand vous croisez des Dagalissonnières ou des émeraudes, hein, tier 5 forcément, mais parlons que des Dagalissionnaires et autres, tier 6 comme les Budioni, un grave HP peut les exploser de flanc. C'est effarant. Alors là, je décide d'aller chercher le grave HP que je vois qu'il fonce vers moi. Donc je me dis qu'il va, mes torpilles vont l'accueillir. Je sais qu'à ce moment-là, Falco est passé en vision au-dessus de moi. Et me dit à droite, à gauche, attention. C'est le bon côté d'être travaillé en division avec les uns les autres. Là, j'ai pris un gros dégât. Et je découvre avec horreur qu'on m'a détruit mon tube lance-torpille. Définitivement mon tube lance-torpille gauche. Mon but, c'était d'obliger le grave HP à se mettre là. Et de torpiller à bout portant. Malheureusement, j'ai plus de torpilles et il me faut 35 secondes avant de récupérer mes torpilles. Donc je le vois très vite. En plus, je sais que celui-là de grave HP a dû me lancer ses torpilles. Voilà, ça pas. Et oui, on est trahi que par ses siens. Enfin, c'est pas le bien, mais bon. C'est mon frère. Je vais essayer de lui mettre la misère en profitant au maximum de mes secondaires. Malheureusement, je me le fais voler par le Königsberg. La bataille a finalement été sympathique. C'est pas une bataille énorme, hein. J'ai vu les grave HP faire des craquettes, mais bon. Voilà, il peut aller au CAC quand il s'agit d'affronter 2-3 heures. Après, il faut savoir lesquels. C'est sûr que Nuremberg, il faut se méfier parce qu'il a une fâcheuse tendance à mettre des incendies, Nuremberg. Maintenant, un Nuremberg qui fuit est plus difficile à choper qu'un Nuremberg de face ou de flanc. Vous pouvez vraiment lui faire très mal avec vos tourelles quand vous êtes à la paix. Là, je me remets sur le Nuremberg parce que je veux le faire partir. Je réussirai enfin à le toucher. Mais bon, à quel prix? J'ai pris très cher, j'ai plus de heal. Je ne peux qu'éteindre les incendies ou une éventuelle inondation si j'en avais une, mais là, je suis en face des 2 derniers survivants. Et tous mes partenaires sont au loin, très loin. Et voilà, ils ne peuvent pas me faire grand mal. Là, je réussis à faire une première citadelle sur le Nuremberg. C'est plaisant, parce qu'il était temps que j'arrive à le calmer. Mais il me reste plus grand chose en vie. Alors là, joli, le Gae-2, très gentiment, vient me mettre une smoke qui va me protéger. Alors je vais lui dire dans le chat, tu vas le remercier. Car ça c'est smoke, les tirs de mes adversaires sont plus imprécis. Moi je m'arrête de tirer. Allez, je lui dis merci. Et il me répond, no problème. C'était bien intentionnel, c'était bien pour moi.
Et il a mis la smoke à celui qui a tanké, qui est allé chercher l'ennemi. J'ai fait 60 000 de dégâts, ce qui est plutôt plaisant. C'est bien pour un tier 6, et le tiers fois 10 000. C'est qui est quand même pas mal. Et là j'ai Falco qui est au-dessus de mon épaule en train de me crier: mais allez, bousille-moi cette émeraude, mais flingue-moi cette émeraude. Le problème du Guy 2, c'est que sa smoke est très courte. Comme vous voyez, je suis en train de réapparaître aux yeux de mes ennemis. Mais bon, voilà, kaboum. Je fais quand même mon kill. Si j'ai pris le kill de quelqu'un, parce que c'est qu'il y en avait qui l'avaient bien descendu avant moi. Mais bon, pour l'instant, le Nuremberg est loin, très loin, hors de ma portée. Je suis hors de la sienne. Et on cap. Je crois avoir fait une bonne bataille. En tout cas, j'ai initié l'offensive, puisque mes partenaires restaient un petit peu à camper. Et ben voilà, tout le monde est bien qui finit bien, puisque tout le monde me rejoint. Griffon, enfin tout le monde, il n'y a pas Falco bien sûr, puisqu'il a été coulé, mais Griffon vient caper, ça lui fait des points d'XP supplémentaires, toujours bien agréable. Et voilà, victoire. Allez, retour, non pas au port, mais sur la map océan, en petite croisière sympathique à bord de notre Graf Spee. Nous sommes, imaginez que nous soyons dans l'Atlantique Sud, à la recherche d'un cargo, et nous allons disserter quelques 2-3 minutes très rapidement sur les capacités du Graf Spee et surtout sur est-ce qu'il faut l'acheter. C'est la question essentielle. C'est un premium, donc je vais essayer d'être aussi honnête que possible. Le Graf Spee, si vous n'êtes pas collectionneur, et surtout si vous n'êtes pas joueur de croiseur, évitez-le. Il est difficile à jouer, dans le sens où, avec ces deux canons, il est assez trompeur. Vous pouvez faire de gros dégâts, c'est vrai, mais et vous êtes le prédateur naturel des croiseurs de tier 6, surtout des croiseurs légers, type Léander, mais surtout la Galissonnière, le De Grasse, Nuremberg. Vous pouvez leur faire très très mal, mais Budioni même. Mais si vous croisez même un Leander, qui est à peu près c'est l'équivalent de ce qu'il a affronté dans la réalité, hein. Si vous croisez un Leander, voire des croiseurs, et vous croiserez des croiseurs de tier 7, 8, là vous risquez d'avoir très très mal. En plus, vous avez 12 adversaires, il y en a forcément un qui verra votre flanc, et là vous allez prendre très cher, et il n'y aura pas que des croiseurs pour vous tirer dessus. Donc, ce navire se joue quasiment en permanence à louvoyer, à tourner, à retourner, et le souci de ce navire, quand vous tournez, eh bien, c'est que vos canons, il faut vite les tourner pour qu'ils soient de flanc de l'autre côté. Vous n'avez que 2 canons, et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc, est-ce qu'il faut l'acheter? Si vous êtes joueur de croiseur, oui, vous pouvez, vous vous amuserez. Pas forcément un très bon money maker, parce que le jeu est difficile malgré tout, et que vous êtes pas, ça dépend pas que de vous, ça dépend ni de votre équipe, ça dépend du gameplay, de la chance. Il y a beaucoup de facteurs qui font que vous pourrez faire une bonne partie, une partie très moisie en Graf Spee. La bataille précédente, je vous montre pas les écrans parce que j'ai tout simplement omis de les prendre bêtement. Je suis désolé. Et comme les replays ne les donnent pas, alors, je vais en finir là. J'aime beaucoup le Graf Spee, mais plus par son histoire et parce que je suis un amoureux de son histoire et qu'elle m'a impressionné étant adolescent, suffisamment pour que j'ai envie de vous la raconter. Je suis très malheureux parce que je n'ai pas pu vous raconter tous les millions de détails qu'il y avait à son histoire. Là, on a notre Karlsruhe qui est en face. On va éviter le combat. Vous voyez, tout de suite, il me touche, et boum, kaboum. Et il me met un incendie. C'est quand même scandaleux, c'est un bot. Mais bon, il tire à la paix maintenant. Donc, on va le fuir. On va s'enfuir, on va continuer à discuter entre nous. Bah, en fait, on a terminé. Je vous suggère de l'éviter si vous n'êtes pas un joueur de croiseur. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire.
Ce navire est excellent. Pour le reste, il est assez fun à jouer. Si vous aimez la difficulté. Et en gros, vous y trouverez du plaisir, surtout lorsque vous arrivez à exploser un... Parce que croyez-moi, même une salle de 3 obus sur un croiseur de flanc, c'est pas... ça lui fait pas du bien, il aime pas du tout. La bataille se termine dans 5 minutes, c'est sans déconner. Je vais vous dire au revoir, on va essayer quand même de le finir, parce que je suppose que vous allez vous dire, mais comment il s'en est tiré contre un bot? Ah ben on va le finir. Hein, il faut pas être malin, je suis tier 6. J'affronte un Karlsruhe, je vais arrêter de fuir quand même. Et comme un bot très intelligent, il a dodgé mes torpes. Hein. Mais bon, c'est encore une fois, il me fait pas grand mal. Quoi. Quand il me met des incendies, il me fait plus mal. Voilà, là, on lui a fait assez mal d'un coup. On le fait de façon... Il a lancé des torpilles, le sournois. Le petit sournois. Voilà. Il a dodgé. Oh, c'est énorme, ça. Voilà. L'honneur est sauf. À bientôt, si vous le voulez bien.